Nous Très sommes bien. avec Colette Hénard et Fanny Cérez. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter à tour de rôle, s'il vous plaît? Voilà. Oui, alors je m'appelle Colette Hénard, je suis consultante en gérontologie sociale, ce qui ne vous dit pas grand-chose, donc je vais essayer de donner plus de détails. En fait, moi j'ai un parcours un peu atypique parce que pendant à peu près 40 ans, les personnes âgées, je ne savais pas du tout ce que c'était à part ma grand-mère, hein, et j'avais aucune appétence pour tout ce qui était vraiment social, donc c'est curieux. Mais dans ma quarantaine, à peu près, j'ai été saisie par le démon de la vie associative et en fait, j'ai beaucoup milité dans une association dans ma commune. Et dans cette association, il y avait un projet qui commençait à émerger, mais qui était encore très balbutiant, de, de, de regroupement d'appartements pour des personnes âgées en difficulté. À l'époque, c'était absolument innovant. Il y avait, maintenant, on parle que de ça, mais ce n'était pas du tout le cas. Et donc, c'était un espèce de challenge quand je suis arrivée, moi n'y connaissant pas grand-chose, même rien. Et je me suis dit, comment on peut arriver à faire émerger ça, etc. Et ça s'est fait, mais un peu laborieusement, mais ça s'est fait. Donc, à partir de là, je me suis dit qu'il faut pouvoir être un peu moins naïve. C'était une qualité au départ, mais il faut pas en abuser. Donc, j'ai fait une formation en gérontologie sociale à l'Université Lyon 2 pendant 3 ans, et même un peu plus. Et donc, ça m'a beaucoup fait évoluer dans ce domaine. Et après, donc, j'ai commencé à être consultant, en fait, et j'ai fait des accompagnements de projets un peu dans toute la France, hein, beaucoup même. J'ai participé, enfin, je suis toujours membre d'ailleurs d'un réseau qui s'appelle le réseau de consultants en gérontologie. Et donc là, ça a été très fructueux parce qu'on a écrit des bouquins ensemble. Enfin, c'est beaucoup de réflexions, beaucoup de gens connus, etc. C'est très intéressant. J'ai eu la chance d'avoir sur mon chemin plein d'opportunités très intéressantes. C'était probablement la période qui voulait ça, je pense. Cette période des années 90, ça a été quand même une belle période. Et donc, notamment, j'ai participé à ce qu'on a appelé le programme CEPIA. C'était un programme initié par 2 ministères, Logement et Affaires sociales. C'était pour tester une méthode de programmation participative. Donc, c'est le début un peu de l'aventure. Après, j'ai participé à un groupe pendant 5 ans. C'est un groupe européen qui s'appelait le groupe Saumon. Saumon parce que les saumons remontent les rivières. Hein, ils vont à contre-courant. Donc, c'était en fait notre signe distinctif. Et ensuite, différentes choses, hein, notamment quelque chose enfin, une opportunité qui s'est présentée de travailler avec la Fondation Médéric Alzheimer sur le programme Eva Alzheimer, donc pendant une dizaine d'années, avec un travail qui se poursuit d'une manière amicale avec Kevin Charras notamment, et puis Fanny d'ailleurs aussi. Et enfin, c'est plus près de ce qu'on va dire aujourd'hui, un travail avec des architectes. Donc le premier avec qui j'ai travaillé une dizaine d'années aussi, c'est Didier Salon, qui est assez connu dans le domaine, avec qui je viens travailler. Et puis Fanny Cérez, que j'ai rencontrée un petit peu plus tard et avec qui je travaille depuis 10 ans à peu près aussi. Voilà. D'accord. Fanny? Comme Colette l'a dit, je suis architecte de formation avec un parcours aussi assez atypique. Donc, au tout début de mes études, moi, j'étais plutôt militante dans le champ de l'accessibilité. Je faisais partie à l'école d'architecture de Montpellier d'une association qui s'appelle Atelier Handicap Habitat et qui militait pour une accessibilité universelle. Finalement, l'objectif, c'était qu'en tant qu'architecte, on prenne conscience qu'à chaque fois qu'on dessine un trait, c'est potentiellement un obstacle et que dans l'autre sens, une prise de conscience que les usagers ne sont pas standards, on allait pouvoir créer des espaces qu'on appellerait aujourd'hui en capacité, en tout cas soutenir l'autonomie des personnes. Et en 2007, la CNSA a lancé son premier concours ouvert aux étudiants en architecture pour imaginer les maisons de retraite du futur. Et un peu comme Colette, j'avais aucune représentation de la vieillesse, juste une arrière-grand-mère, 97 ans, qui bêchait son jardin en pleine forme. Donc, la notion de dépendance m'était totalement étrangère. Et c'est comme ça que j'ai demandé à plusieurs établissements de m'ouvrir leurs portes pour découvrir ce monde-là. Et donc, à Montpellier, la maison de retraite protestante de Montpellier m'a gentiment fait visiter, répondu à toutes mes questions et à la fin de l'entretien m'a proposé un emploi pendant mes études d'architecture que j'ai accepté
Donc 3 années à mi-temps en immersion totale avec une seule ligne à mon contrat de travail, faire de ce lieu une maison dans laquelle les gens pourraient se sentir chez eux. Et ça a été le début d'un très grand travail participatif, de pouvoir travailler avec toutes les équipes, avec les résidents. Et on a pu avoir des résultats assez, j'allais dire, spectaculaires, de regain d'autonomie, de désir d'habiter, enfin beaucoup de choses très, très, très belles et qu'on a pu présenter à différents colloques. Et souvent, et alors il faut bien le dire, notamment les professionnels du corps médical nous renvoyaient le fait que c'était bien joli, mais que ce n'était pas duplicable, qu'on n'avait pas fait la preuve, on n'avait pas démontré de l'efficacité de ce qu'on avait mis en place. Et c'est comme ça que je me suis lancée en 2011-2012 dans un doctorat en architecture qui visait à démontrer scientifiquement l'impact d'aménagement domestique, donc comme à la maison au sein d'un établissement, sur la qualité de vie des personnes. Et pour ce faire, donc, j'ai fait ma thèse en co-tutelle internationale et dans plusieurs labos, notamment avec un laboratoire Epsilon à Montpellier qui s'intéresse en sciences humaines et santé à la démonstration de l'efficacité des approches non médicamenteuses. Donc l'idée derrière ça était de se dire, est-ce que finalement un aménagement architectural, ça pouvait rentrer dans ces cadres-là? Et ça a été le début de beaucoup d'expériences, notamment avec les caisses de retraite à Agirc-Arrco. Et en parallèle de ça, et c'est ce que je fais encore aujourd'hui, j'accompagne des projets dans leur restructuration, donc d'établissements médico-sociaux, pas que dans le champ de la gérontologie d'ailleurs, beaucoup dans le champ du handicap et dans le social. On voit bien que dès qu'on est sur des lieux de vie institutionnels, on a des problématiques de conflit d'usage entre lieux de travail pour les uns, lieux de vie pour les autres. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se mélangent et on a besoin, et c'est là où on se rejoint beaucoup avec Colette, finalement d'avoir une approche transversale, décloisonnée entre les murs et ce qu'il s'y passe, finalement de considérer l'architecture comme le support d'un accompagnement et que ces deux choses-là, elles sont indissociables et qu'on doit absolument les construire ensemble. Et c'est comme ça que, depuis quelques années, comme Colette l'a dit, on accompagne des établissements ensemble, on fait des formations ensemble à destination de professionnels et de directeurs d'établissement, on écrit des articles ensemble sur ces sujets-là. Enfin, voilà, on essaie de transmettre tout ce qu'on a appris et que les personnes, en fait, les résidents, souvent, nous ont appris, étaient les plus grandes sources d'apprentissage pour nous. D'accord. Colette, je vous laisse commencer la présentation. Là, moi, ce que je voulais dire, c'est un peu ce que vient de dire Fanny, c'est qu'en fait, c'est un point extrêmement important qu'un architecte qui est sollicité pour un projet social ou médico-social puisse se rapprocher de professionnels, ou plusieurs, après ça dépend des configurations, qui soient formés aux sciences humaines, parce que c'est ce qu'elle vient de dire, mais c'est quelque chose qui devrait être beaucoup plus fréquent, même presque indispensable. Et en général, moi j'ai participé à des projets en dehors de Salon et puis de Fanny, où en fait les seuls représentants de quelque chose qui était de l'ordre des sciences humaines, c'était un médecin gériatre. Donc ça ne suffisait absolument pas pour parler de vie domestique et dire c'est quoi encore. Donc tout ça était un peu bidon, puis d'ailleurs tout le monde s'en apercevait finalement. Donc, c'est vrai qu'un point qui est très important qu'on veut souligner là, c'est que l'environnement spatial est étroitement lié à l'environnement social et que si l'un ne va pas avec l'autre, ça sert absolument à rien. On va faire des beaux trucs et en fait, les gens s'en serviront de travers, enfin, par rapport à nous et surtout par rapport aux résidents. Parce que nous, à les limites, si on n'a pas le résultat, on n'a qu'à s'en prendre qu'à nous-mêmes, mais le résident, c'est quand même dommage. Et c'est particulièrement vrai quand il s'agit d'EHPAD, parce que là, comme tout le monde le sait, la culture sanitaire y est très forte, trop forte à notre point de vue. Et donc là, c'est très important et très difficile à réaliser quand même. S'il n'y a pas cette collaboration, quels sont les risques? On aboutit à quoi? Je peux répondre comme ça rapidement. Les risques, c'est que chacun reste dans sa case. L'architecte, il suit son idée. Le pire des tout étant celui qui se croit très, très créatif et qui nous font un truc super, mais qui ne fonctionne absolument pas. D'accord. Les soignants, surtout les soignants, parce que les autres personnels, d'abord, sont très, très nombreux, qui ne sont pas soignants. Les soignants, s'ils ne reconnaissent pas, se disent de toute façon, c'était nul, que les architectes n'y connaissent rien. L'idée, c'est qu'en fait, l'architecte connaît son métier, il a envie de faire des choses et il a besoin des autres pour faire quelque chose. C'est-à-dire que c'est lui le créatif, ça c'est sûr, on n'a pas créé à sa place.
mais on a quand même à dire clairement, ou à faire dire clairement les choses aux gens. D'accord. Moi, ce que je dis toujours par rapport à ça, ah oui, pardon, Colette. Ce que je disais, moi, je dis toujours par rapport à ça, c'est qu'un architecte ne peut pas répondre correctement à une question qui n'est pas ou qui est mal posée. Et cette question de se dire qu'est-ce qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire, enfin, on peut pas, l'architecte ne peut pas baser sa conception uniquement finalement sur ces stéréotypes de ce qu'il pense être bien pour les gens. Moi, plus j'avance dans ce métier, et plus je me dis, et les gens me disent, vous êtes experte en géontologie, mais surtout, enfin, moi, je ne suis pas du tout experte. Plus ça avance et plus ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Mais que par contre, les gens, eux, savent ce qui est bien pour eux-mêmes et qu'on a besoin de leur rapport pour avoir une conception qui corresponde vraiment à leurs aspirations et besoins, parce qu'au final, c'est eux qui vont vivre là. Et là, c'est encore plus important dans la mesure où on parle quand même de leur dernière demeure, pour le cas des EHPAD, par exemple. D'accord. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que, vous l'avez compris, hein, c'est que l'essentiel pour nous, c'est que les personnes qui se sentent chez elles, hein, donc elles aient une prise sur l'espace qu'elles occupent, c'est ça, là, se sentir chez soi. En fait, on s'appuie beaucoup sur la perception que les gens ont de leur domicile à eux, enfin, ce qu'ils appellent chez moi autrefois, chez moi avant, etc. Le chez moi, hein, qui est vraiment le lieu de l'identité. D'ailleurs, le terme même de chez moi est révélateur. Hein. On ne peut pas mieux faire, donc c'est vraiment l'identité. Et surtout, quand on est chez soi, on peut faire des bêtises, on peut se tromper, on peut tomber, on peut faire des trucs, mais en fait, on prend ses risques et puis on fait comme on veut. Et si on a envie de manger ceci ou cela, on mange, etc. Et en fait, tout d'un coup, dans un EHPAD, ça vole en éclats, tout ça. Hein. On a beau dire qu'on fait attention, on demande leur goût aux gens, etc. Mais tout ça, c'est gentil, mais enfin, c'est pas tous les jours qu'on leur demande ce qu'ils veulent manger. Enfin, oui, des choses comme ça. C'est encore, c'est pas ça. Et en fait, la question qui est fondamentale pour nous, c'est est-ce que les gens qui vivent dans les EHPAD vivent dans l'espace de travail des professionnels ou de l'institution finalement, ou est-ce que c'est les professionnels qui viennent travailler chez les gens? D'accord. Donc ça, c'est fondamental. Donc, si vous voulez, on parle beaucoup de modèles en ce moment, enfin depuis un moment d'ailleurs, c'est la mode, mais c'est quand même le modèle du domicile à la maison. Quand un professionnel vient aider une personne, quelle qu'elle soit, chez elle, théoriquement, il lui demande ce qu'elle veut. Hein. Enfin, si elle ne lui demande pas, ça ne dure pas longtemps en général. C'est un problème assez vaste. Et donc, dans l'institution, évidemment, c'est les professionnels qui sont censés être chez eux. Enfin, c'est-à-dire que, d'ailleurs, il y en a qui le disent. Il y a des directeurs qui disent, chez moi, j'ai 80 lits. J'avais eu cette réflexion avec Didier Salon une fois pendant une intervention, ça nous avait fait rire parce qu'elle disait, c'est très familial chez moi. Et puis la phrase suivante, c'était j'ai 80. Enfin oui, donc c'est ancré chez les gens. Ils travaillent là. Et sans doute, ça vient aussi de ce qu'ils font avec les gens, etc. Donc c'est pas forcément entièrement négatif, mais c'est vrai que du coup, les personnes qui habitent là, en tout cas qui résident là, on va dire, elles s'en sont très conscientes. On a souvent interviewé des gens pour savoir est-ce qu'ils se sentaient chez eux là, etc. Mais c'est éloquent. Ils disent oui, dans ma chambre de temps en temps, ou bien mais dès que je sors, non, on est très surveillé. Enfin oui, donc c'est très très fondamental chez les gens. Et c'est évidemment ça qui fait qu'ils n'ont pas du tout envie de venir. Hein. Ça c'est absolument c'est clair. Donc finalement, le travail qu'on doit faire avec l'institution et les professionnels, ça consiste essentiellement non pas à venir en expert, voilà ce qu'il faut faire, mais moi je trouve qu'en fait on n'apporte pas de réponse a priori, on les apporte après, il faut bien en apporter, mais on apporte des questions, c'est-à-dire qu'on les pousse, on les aide à poser les questions. Donc finalement, on est là pourquoi? Est-ce qu'on est là pour faire un travail technique parfait ou bien est-ce qu'on est là pour se caler sur le rythme des gens, etc. Après, on va difficilement entrer dans les détails.
Mais donc, c'est vrai que là, on voit bien que l'environnement social et spatial sont indissociables et qu'on peut, par exemple, créer de très belles chambres aux gens, les faire meubler même, enfin, vous voyez, tout ce qu'on dit à droite et à gauche, hein. Mais que si le personnel entre comme dans un moulin à longueur de journée, fait visiter la chambre alors que la personne n'est pas là, etc., ben, c'est raté. Donc voilà, on a raté son coup. D'accord. À toi, Fanny. Oui, oui, effectivement, oui, si le personnel, si les dirigeants, là, dans leur tête, c'est intégré que c'est chez les personnes âgées ou chez les résidents, Ouais. effectivement, j'ai jamais pensé ça. Tiens, c'est différent de dire ils sont chez moi, quoi. Voilà, exactement. Mais en même temps, ça pose d'énormes problèmes institutionnels, c'est évident. C'est évident d'avoir un exemple parfait. On va peut-être pas s'étaler sur le Covid, mais c'est ça, quoi. C'est jusqu'où on peut être chez soi ici, hein. Et c'est vrai qu'avec Didier Salon, on a écrit il y a longtemps, en 2006, un bouquin qui s'appelle Architecture et gérontologie, peut-on habiter une maison de retraite? Eh ben, on s'est toujours dit, ben, pour y habiter, faut quand même, c'est dur, quoi. C'est dur, c'est pas si facile. Donc, c'est pour ça que, enfin, on pourra en parler tout à l'heure, mais c'est pour ça que l'EHPAD, je ne sais pas si c'est promis un avenir extraordinaire, même si en effet, il y a des gens qui ont besoin d'être dans des établissements de ce genre, probablement. C'est sans doute, hein. Voilà. D'accord. Et ce qui est vrai, c'est que Colette l'a dit, en fait, c'est la principale raison pour laquelle les personnes ne veulent pas rentrer en établissement, c'est qu'ils savent bien que finalement, cette liberté de choisir, mais aussi de prendre des risques, s'est amenée à s'amoindrir. Et finalement, qu'est-ce qu'ils perdent dans cette histoire? Leur pouvoir d'habitant. Et ça, je pense que c'est un point où on ne se le dit pas forcément, mais pouvoir habiter quelque part, s'approprier et maîtriser un territoire, c'est un besoin fondamental commun à l'ensemble des espèces vivantes, y compris les plantes, y compris les animaux. Quand on déracine une plante, on voit bien en fait le potentiel destructeur que ça peut avoir, le temps qu'il faut pour de nouveau se réenraciner, etc. En fait, si on regarde la pyramide de Maslow, c'est tout en bas. Ça fait partie des besoins qui sont liés à la survie même. Et alors, bien sûr, il y a des choses qui sont liées à pouvoir vivre selon ses propres règles. Ça, c'est un point qui ne touche pas tellement l'architecture, et encore que. Mais il y a un certain nombre d'éléments qui, dans l'espace, nous permettent de savoir si on est dans un lieu que l'on peut habiter ou pas. Et je peux donner 2-3 exemples. La question de la familiarité, par exemple, ça c'est quelque chose qui est très important. Les personnes le disent. Est-ce qu'on peut habiter dans quelque chose qui ne ressemble pas à une maison? Ça c'est un point qui est très grand. Et combien de temps il faut? Pour toutes les personnes qui ont déjà déménagé, elles voient bien que le jour où elles emménagent, elles ne se sentent pas chez elles tout de suite. Il faut du temps pour que les choses soient à leur place, pour qu'on sache exactement. Il y a cette question de la familiarité, elle est très importante. Un autre point qui est vraiment fondamental et qui est souvent peu respecté dans les établissements, c'est la progression du social à l'intime. On voit bien quand on est dans une maison, il y a la rue, et puis il y a un portail, et puis il y a peut-être une cour, et puis il y a une porte. Et derrière cette porte d'entrée, vous avez les parties les plus publiques où peut-être vous pouvez recevoir quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et puis peu à peu, dans la cuisine, peut-être vos plus proches amis, etc. Et a priori, dans la chambre, vous ne recevez pas vos amis dans votre chambre. Enfin, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et à chaque fois qu'on a cette progression qui nous permet de savoir quel est le comportement attendu, on a un seuil. Je parlais de porte, mais c'est aussi un changement du sol. Enfin, il y a beaucoup d'éléments dans la structure même de l'espace qui nous permettent de comprendre où on est, quel est le niveau de relation qu'on a avec les gens. Donc ça a été très, très bien écrit par Edward Hall dans son ouvrage « La dimension cachée ». Et on voit bien que dans les établissements, on peut passer alternativement devant des chambres, puis devant un salon, puis devant des chambres, puis devant des locaux logistiques, de telle sorte que si votre porte de la chambre est ouverte, vous pourriez même avoir des personnes totalement étrangères et même au service. Enfin, je ne sais pas si vous êtes déjà entré, moi qui visite beaucoup d'établissements, on peut, alors plus maintenant avec le Covid, le plan Vigipirate, etc., mais il y avait un temps où on pouvait arriver jusque dans les chambres des personnes sans jamais être arrêté à aucun moment. La question du seuil, elle disparaît. Donc ça, c'est des points sur lesquels on a des vraies évolutions. Et d'autres choses, donc je parlais tout à l'heure de la familiarité, de l'image. Concrètement, est-ce que vous meublez votre maison ou votre appartement avec du mobilier issu de Camif Collectivité? Clairement non. Et comment est-ce qu'on peut aller chercher des choses qui seraient adaptées? Je ne sais pas, on peut avoir un fauteuil que vous achetez dans n'importe quelle enseigne et qui ait des accoudoirs, enfin qui soit tout à fait adapté aux problématiques qu'on peut rencontrer avec l'âge, sans pour autant venir stigmatiser la personne dans les difficultés qu'elle rencontre.
cette question de l'image de tous ces lieux. Alors, on était avec une image qui était très sanitaire, très gériatrique. Il y a eu un petit glissement, mais maintenant, on est dans une image qui est plutôt hôtelière. Mais l'hôtel, c'est toujours pas la maison. Et on a encore un gap à franchir pour dire, ben non, la maison, par exemple, si vous avez 2 salons, la probabilité que vous ayez 6 fauteuils identiques dans ces salons, elle est quasiment égale à 0. En fait, il y a cette espèce d'uniformité qui est tellement pratique, c'est ce que nous disent les établissements, c'est tellement pratique quand c'est uniforme, mais la maison, elle n'est pas uniforme. Enfin, donc, il y a plein de choses à travailler sur ça. Ou même la question de l'ambiance, de l'éclairage. Hein. Pareil, une maison, vous n'avez pas un faux plafond avec une dalle LED, tous les 3 dalles de faux plafond, avec un éclairage constant, uniforme à tout moment de la journée et de la nuit. Et sur la question même des odeurs, des choses simples, hein, mais les yeux fermés, vous pouvez savoir si vous êtes dans un hôpital, dans une église ou dans une maison. Et tout ça, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut travailler et qui interrogent directement le projet d'établissement. Je parlais de la question des odeurs. À quoi est liée l'odeur d'une maison? Eh bien, c'est lié à quels sont les matériaux qui composent la maison, avec quoi vous nettoyez le sol, avec quoi vous nettoyez votre linge, où est-ce que vous étendez votre linge, avec qu'est-ce que vous cuisinez, avec quelle huile, etc. Et là, on voit bien que si on veut avoir une ambiance domestique, et la question de l'odorat est vraiment intéressante parce que c'est celle qui génère le plus des réminiscences, enfin, qui touche la partie frontale du cerveau où on a une préservation des capacités très grande, même avec des états de troubles cognitifs avancés. Donc, on a plein de choses à faire et qui nous interrogent dans les unités, par exemple, de se dire, bah, est-ce qu'on ne peut pas laver un peu le linge ici? Et ça touche toutes les dimensions institutionnelles. Pour résumer ça, j'ai une phrase d'un architecte hollandais, Etzberger, qui est un architecte qu'on aime bien avec Fanny et qui est vraiment très, très bon, par rapport à justement le chez-soi. C'est un nid protégé, un environnement familier où l'on sait que ses affaires sont en sûreté et où l'on peut se concentrer sans être dérangé est quelque chose dont a besoin n'importe quel individu ou n'importe quel groupe. Sans cela, toute collaboration avec des tiers est impossible. Celui qui ne dispose pas d'un endroit qui lui est propre ne peut pas se situer par rapport aux autres. Je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, ça pose la question de l'identité des gens, quoi, en fait, hein, et en quoi elle est respectée. Et moi, ce que je retiens le plus, en dehors du fait qu'il y a plein d'EHPAD et plein d'établissements où les gens sont très sympas, plein de bonne volonté, etc., etc. On ne va pas faire l'EHPAD bashing, hein, c'est pas bien. Mais en dehors de ça, avec toute cette bonne volonté, avec toutes ces qualités, eh bien, les gens n'ont pas forcément cette sensation d'être dans un endroit où ils sont protégés. Quelque chose m'avait souvent dit et écrit d'ailleurs Didier Salon, c'était en fait, est-ce que dans cette chambre, il y a des endroits où on peut cacher des choses? Chez soi, on ne montre pas tout. Et dans une chambre d'EHPAD, eh ben, on est à peu près sûr de montrer tout à tout le monde. Et donc, ça, c'est un point très, très fort, je pense. Là, pour compléter. Donc, comment on fait ça? On va aborder un petit peu la question de la méthode. On en a déjà parlé un peu, évidemment. C'est en fait, quand on arrive dans un établissement et qu'on... D'abord, on fait une proposition et la proposition, c'est on veut faire ça d'une manière collégiale. Hein, c'est partenarial, tout le monde est dans le coup. C'est pas seulement le maire du pays et puis l'assistante sociale du coin, c'est tous les professionnels, tous les résidents d'une manière ou d'une autre. Hein, tout le monde n'est pas autour de la table en même temps, mais et donc en fait, c'est leur expliquer qu'on va avant d'agir, c'est-à-dire avant de proposer une solution, un plan, enfin, etc., eh ben, il faut réfléchir ensemble, se poser des questions, donc avant d'apporter des réponses. Et quelque chose qui en fait résume un peu la question, c'est se demander ce qu'on veut faire. Alors les gens vous disent, je veux faire 50 chambres d'EHPAD de plus. Ça, c'est pas un projet, quoi. C'est juste une indication. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire et comment on veut le faire. Et en disant pourquoi on veut le faire, du coup, on se dit, oui, c'est parce que ceci, cela, etc., parce qu'ils ne sont pas bien là où ils sont, etc. Et en fait, on voit bien que le comment, ça vient en dernier. Hein. Donc, il faut que tout ça soit discuté. Et c'est vrai que
La méthode, c'est réfléchir avant d'agir, mais en même temps, c'est intéressant parce que c'est une méthode qui est itérative, c'est-à-dire qu'en fait, on va poser des questions, les gens vont dire leurs sentiments, on va observer aussi, écouter les résidents, les observer, etc. Et petit à petit, il y a une proposition qui est faite. Si c'était comme ça, est-ce que ça serait bien? Ah ben non, pas du tout. Ah oui, ça c'est intéressant, enfin, etc. Donc c'est itératif. Itératif et interactif parce que c'est entre l'architecte, les consultants éventuels et puis tous les corps de métier, les résidents, les professionnels, etc. Le travail interactif entre les professionnels et les résidents est très intéressant parce que c'est là où les professionnels se rendent compte à quel point les résidents ne sont pas dans leur logique à eux. Et donc ça, c'est intéressant. Donc il faut associer tout le monde, quel que soit son statut, c'est des fois difficile. Moi, j'ai un exemple, par exemple, d'une collaboration avec un programmiste dans un établissement il y a 2-3 ans, où on avait proposé justement cette méthode. C'était très clair dans la proposition, les personnes âgées aussi, enfin tout ça. Et en fait, à la première réunion, ils nous ont dit comment on va faire pour constituer les groupes de professionnels. Et on a tout de suite dit, mais il y a aussi les résidents. Ah bon, mais on ne savait pas, alors que c'était marqué en toute tête. Et la première réaction, c'était de dire oh ben vous savez, je ne sais pas parce qu'ils ne disent pas grand-chose. Ben, on s'est bien rendu compte en allant les interroger qu'ils avaient plein de choses à dire et qu'ils les disaient très bien. Donc c'est intéressant, mais ce n'est pas facile à faire et surtout il faut être assez rigoureux finalement et pas accepter n'importe quoi. Enfin, quelquefois même il faut presque être provocateur pour provoquer un peu les gens, pour qu'ils vous disent vraiment ce qu'ils ont dans la tête. Et à ce moment-là, on peut travailler à partir de là. Ce changement de vision, enfin bref, là vous êtes en train de me retourner la tête, vraiment, je vais vraiment bien. Mais ce changement de vision, ce changement d'approche, est-ce qu'il peut vraiment être fait lorsque les résidences sont déjà construites? Lorsque les bâtiments sont déjà construits. Ou est-ce qu'en fait, on doit. C'est uniquement seulement lors d'un nouveau projet? Alors, non, en fait, j'allais dire que c'est même dans l'autre sens. C'est sûr que quand les établissements existent, qu'on a la chance d'avoir une expérience et un vécu du lieu et des pratiques et des espaces vécus. Donc là, on a les personnes, que ce soit les professionnels ou les résidents, et c'est à partir de leur propre expérience qu'on peut aller vers le futur. Et là, Colette ne l'a pas détaillé, mais on commence toujours nos interventions ensemble, donc avec un regard architecte, comme on le disait, sciences humaines et sociales, peu importe l'architecte, peu importe que ce soit un psychologue, un sociologue, un gérontologue, etc. Et une journée entière d'immersion, on s'assoit, on regarde, on écoute, et après, on restitue ça aux personnes qui travaillent là. Et ce moment où on leur montre les photos, où ils voient écrit les paroles prononcées, tout d'un coup, ils prennent conscience du gouffre qu'il y a entre ce qu'ils disent vouloir faire avec toute la bonne volonté du monde, que les gens soient ici bien, qu'ils soient chez eux, etc. et ce qu'ils font vraiment. Et cette prise de conscience, en fait, je trouve que ce travail, il est... et j'ai eu pas mal de directeurs qui étaient un peu malins et qui ont trouvé que c'était une manière non violente de remettre en question des pratiques professionnelles que de l'aborder par la question de l'espace. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de pratiques, Colette disait, rentrer comme dans un moulin, ne pas frapper, stocker son matériel de soins sur la table dans la chambre des résidents pour que ce soit plus pratique, etc. Donc des pratiques qui sont intrusives ou finalement assez peu respectueuses, que les gens ne voient plus dans le quotidien tellement ils les font et tout d'un coup, ça leur apparaît. Et en entendant en plus parler les personnes elles-mêmes, là, ils se disent, ben non, c'est pas notre projet, c'est pas ça qu'on veut faire et on peut travailler comme ça. Je comprends, mais si le bâtiment existe, on va influencer uniquement sur ce qui se passe à l'intérieur. On ne va pas détruire des murs, reconstruire des choses. Moi, je vois, en fait, c'est marrant parce que nous, on l'a fait de manière. En fait, on a une résidence service senior à Berlin. C'était à la base un mix entre touristes et seniors, en fait. En fait, moi, j'ai construit à mon image. Donc, effectivement, là, je me sens bien avec ce que vous me disiez. Ça s'appelle, on ne dit pas la résidence Intel déjà, on ne dit pas la résidence Intel, le nom c'est Z80 et on dit on habite au Z80. Voilà.
Déjà, on habite au Z80. Ouais. On n'est pas dans une résidence. Et on a fait 2 groupes de seniors, mais un groupe de seniors qui ont 75 ans qui sont dans la résidence et un groupe de seniors qui vont rentrer dans la résidence plus tard, donc ils ont entre 60 et 65 ans. Et on a tout co-créé avec eux, mais tout, depuis la hauteur de la cuvette des toilettes jusqu'à l'épaisseur de la moquette, tout a été co-créé avec eux. Et c'est là que je voulais en venir, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, c'est Berlin, hein, c'est un peu direct, je vais vous dire, les baby-boomers sont venus nous dire, au bout d'un moment, ils nous disent, mais Frédéric, il y a un problème dans ta résidence, il y a une personne qui est à l'accueil, et derrière, il y a les boîtes à lettres. Et ils me disent, mais quand nous, on va faire nos plans sexes, etc., entre guillemets, c'est Berlin, le soir, on n'a pas d'intimité, à l'accueil, il va savoir avec qui on aura passé la nuit. Et donc, ça on ne veut pas ça. Tu mets les boîtes à lettres derrière la personne d'accueil, le facteur, il dépose tout sur le bureau et c'est la salariée qui va déposer dans les boîtes à lettres. Ça ne va pas du tout. Quand on commande un truc intime ou qu'on ne veut pas que ça se sache, ça ne va pas du tout. Donc, en fait, dans ce qu'on a fait, ce qu'ils nous ont dit, on leur a dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? On a fait une deuxième entrée à la résidence. Donc, en fait, il y a un couloir qui est creusé et qui passe de l'extérieur, où seuls les seniors, donc les résidents de longue durée, rentrent à l'intérieur avec un badge de manière totalement anonyme. Et pareil, pour les boîtes à lettres, c'est le facteur qui dépose le courrier dans chaque boîte à lettres. Et le salarié n'a pas à voir qui reçoit quoi, qui a eu beaucoup de courrier, qui n'a pas de courrier. Et même les couloirs, en fait, il y a des parois qui ont été faites de façon à ce que, avec les œilletons, le copain, la copine d'à côté, là, ne puisse pas avoir avec qui on rentre. On n'arrive pas à faire dans tous les appartements, mais la plupart, on n'arrive pas à savoir avec qui on est rentré chez soi. Oui. Mais si ça, on ne l'avait pas fait au début, on n'avait pas cassé le bâtiment pour faire une entrée. Oui, je veux dire, c'est là dont je rejoins sur ma question. Est-ce que c'est ok, je comprends, il y a une vie quand le bâtiment est en fonctionnement, enfin, je comprends, mais est-ce qu'on peut vraiment l'adapter après? Est-ce qu'on peut vraiment faire ce que vous voulez sur un bâtiment qui existe déjà physiquement? Mon expérience m'amène à dire la plupart du temps, oui. Et il y a des fois où clairement, après l'étude, on montre qu'on ne pourra jamais dans les murs satisfaire les besoins. Mais je pense que c'est une représentation qu'on a en France. Je pense que c'est un frein qu'on se met nous-mêmes dans la tête en se disant, et ça c'est ce qui m'avait frappé quand j'étais à mon tout premier poste à la maison de retraite, c'était de voir que quand il y avait une problématique, spatiale notamment, jamais l'idée d'aller casser le mur ne pouvait être envisagée, comme si c'était immuable, que c'était là pour toujours. C'est sacré. Alors que nous, dans l'autre sens, on se dit en tant qu'architecte, pas du tout, on va regarder si c'est porteur. Si ça l'est pas de problème. Si ça l'est, on va faire un sous-œuvre, on va reprendre les charges, etc. Et je crois que on a cette idée que c'est comme ça et que ça va être comme ça pour toujours, alors qu'en réalité, les bâtiments ont quand même un vrai potentiel de transformation. Et on a alors l'expérience de la double entrée, je trouve que c'est vraiment intéressant. On a fait ensemble avec Colette la programmation de la rénovation d'une résidence autonomie à Latte, à côté de Montpellier, pour la Fondation Partage et Vie, où c'était exactement ça. Donc, il n'y avait qu'une entrée institutionnelle et on voyait que les habitants utilisaient les issues de secours avec des dispositifs de détournement exactement pour ça. Et dans le cadre du projet, on s'est dit, il faut le faire. Il faut le faire vraiment et il faut qu'on arrive à dissocier finalement le regard institutionnel du regard résidentiel qui est plus privatif et on a réussi à créer 2 entrées distinctes, etc. etc. Et tout ce que vous disiez là, c'est vrai. Et vraiment, on a fait beaucoup de réhabilitation comme ça. Et alors, celle-ci, c'est celle, je n'ai pas la plus réussie, mais où la directrice était la première à nous dire on ne pourra jamais rien faire de ce bâtiment, il faut tout raser, il faut partir. Et aujourd'hui, ils se disent c'est le plus bel établissement qu'on possède. Mais il suffisait de s'autoriser à le penser, en tout cas de ne pas partir du principe que ce n'est pas possible. Moi, je me dis toujours, tant qu'on n'aura pas prouvé que c'est impossible, potentiellement, ça l'est, quoi. Et en fait, dans cet exemple-là, avec Fanny, quand on est venu faire notre immersion, on a tout de suite vu le potentiel. Ça frappait, mais parce qu'on s'autorisait à le voir. Hein. C'était énorme comme travail, hein, c'est sûr. Il y avait vraiment beaucoup de démolitions à faire. Mais ce que je voulais aussi ajouter, c'est que moi, la première expérience que j'ai eue de quelque chose de neuf, d'un projet neuf, c'était justement avec le programme Sepia. Et en fait, justement, dans la méthode de programmation participative, ce qu'on devait faire, puisqu'en fait, on devait l'évaluer, donc il fallait la tester en tout cas,
il fallait faire ce qu'on nous disait de faire. Et puis, on avait envie de le faire aussi, c'était de constituer des groupes de travail. Donc, en fait, des groupes de travail d'habitants, des groupes de travail de gens qui avaient, par exemple, une vieille grand-mère en établissement qui disait bah, pour rien au monde, je voudrais qu'il y ait ça. Enfin, oui, des choses comme ça. Et c'était un peu plus compliqué, parce qu'il faut que les gens se projettent un peu plus, hein, c'est évident. Mais c'était très, très intéressant aussi. Et, je me rappelle que quand il y a eu quand on a commencé à présenter les plans d'une manière un peu officielle, enfin tout ça, il y avait une des personnes qui avait été associée à ces groupes de travail, une résidente, enfin une peut-être future résidente, en tout cas qui en avait l'âge, qui a dit, et finalement, alors quand on voudra planter du persil, parce qu'il y avait un petit jardin, planter du persil, elle regardait la maquette, hein, et là où on va planter le persil, c'est où? Donc elle m'a dit, montrez-moi où c'est, parce que c'était vraiment projeté dedans. Elle avait besoin de raccorder un petit peu avec la maquette. J'ai trouvé ça super parce que vraiment, les gens arrivent quand ils sont très créatifs en fait. Quand on est dans un groupe comme ça, si on sait un petit peu le mener, si on n'a pas peur de faire des hypothèses, etc., ils sont créatifs. Donc, c'est comme ce que vous disiez pour Berlin, hein, c'est ça. Hein. On met en position des gens qui seraient susceptibles d'eux, et bien là, ils vous disent, ah ben non, ça, j'en veux pas. Puis, je pense qu'aussi, nous, on a fait attention aussi, mais ça, on l'a fait intuitivement, aux mots des identités. Ce n'est pas des locataires, en fait, c'est des habitants. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Des habitants. Quand on dit locataire, et je trouve qu'en fait, les résidences services seniors qui sont actuellement construites, elles sont construites. Alors, nous, à Berlin, on l'a basé sur un axe, la solitude, en fait. Donc, c'est pour les c'est sur la solitude. Donc, en fait, on a ciblé les personnes qui, entre guillemets, crèvent pratiquement de solitude chez elles. C'est ça notre axe. Quel que soit l'âge, en fait. Bon, c'est senior, quel que soit l'âge. Et la partie touristique, en fait, qui maintenant est fermée parce qu'il y a le Covid, mais la partie touristique servait en fait de brassage et de ne pas éviter le ghetto. Mais on a fait hyper attention sur comment on les nommait. On n'est pas dans la région. Et voilà, ce que je veux dire, en fait, c'est que je pense qu'en fait, les résidences services seniors actuellement, qui sont basées sur la convivialité, c'est quand même une typologie de personnes assez très précise qui vont dans les résidences services seniors. Parce que, alors, pire, quand moi je vois des projets intergénérationnels, mais je dis, mais ça sort d'où ça? En fait, les seniors n'ont jamais demandé à être projet intergénérationnel. Hein. Ils ont demandé à ne pas être entre eux. Ils n'ont pas dit d'être entièrement avec des jeunes dans tous les sens. Hein. Nous, c'est pas ça. On a mis juste une partie, 20% à peu près, 25% de touristes, de façon à ce que ça fasse la fluidité, que ça fasse pas le ghetto. Donc, il y a entre sortes. Mais ils n'ont pas demandé que ce soit un full intergénérationnel, parce que si on fait, ils veulent pas parler aux voisins. S'ils veulent pas envie de parler aux voisins, ils parlent pas aux voisins. En tout cas, c'est pas une question d'âge, la question de l'intergénération, ou même la question de l'entre-soi. Enfin, alors ça, c'est vraiment intéressant cette question-là dont vous parlez. Je peux encore reparler de cette résidence à Latte. C'est la vision au début de la direction, c'était de dire ils avaient une espèce de salle à manger qui ressemblait plutôt à une cantine au premier étage. Et on dit, bon, on va le faire en bas, ça va être un restaurant, ça va être ouvert à tout le monde, on va faire de l'intergénérationnel, etc. Et quand on en a parlé avec donc les habitants, et les gens nous ont dit, attendez, vous le voyez comme un restaurant, mais nous, on est obligés de manger là tous les midis. Donc, pour nous, ce n'est pas un restaurant, c'est notre salle à manger. Et moi, dans ma salle à manger, je n'ai pas envie d'avoir X, Y ou Z. Donc, surtout pas. On veut bien rencontrer les gens à des moments où on les choisit, mais notre salle à manger, c'est notre salle à manger. Et ça, voilà, c'était vraiment très intéressant. Et ce que je veux dire par rapport à la participation, c'est que souvent, les établissements ont l'impression et que ce soit dans le champ de la géronto ou du handicap, c'est que les personnes n'ont pas les capacités de participer à ce genre de choses. Notre expérience nous montre que ce soit des personnes très âgées, atteintes de troubles cognitifs, dans le champ de la santé mentale, on a fait de la participation avec des personnes atteintes de troubles psychiatriques, de schizophrénie, d'autisme, etc., ils sont toujours capables, avec des enfants, on a fait aussi pas mal de choses. En fait, ce n'est pas technique cette question de savoir qu'est-ce qui fait qu'on pourrait avoir envie d'habiter là et sur quoi ça repose. C'est pas du tout technique. Hein. Voilà. Et donc, tout le monde peut s'exprimer sur ça. Et je crois que ce qui est vraiment intéressant, c'est finalement, nous, ce qui nous
ce qui nous intéresse dans cette histoire, c'est pas de savoir qu'est-ce qu'il faudrait pour Madame Machin ou Monsieur Untel, parce qu'il est évident que ce bâtiment, non seulement le temps qu'il soit construit ou réhabilité, il va se passer 5 ans, ça va être amorti sur 30 ans, donc ces personnes-là ne seront plus là. Ce qui nous intéresse en les ayant autour de la table, c'est plutôt de voir la diversité des profils, des envies, des besoins, des modes de vie qui nous invitent à sortir de nos stéréotypes et à penser des solutions qui offrent à toutes ces personnes et à toutes ces situations la possibilité d'exister. Et ça, c'est... enfin, je crois que c'est cette partie-là qui est vraiment intéressante et qui nous intéresse, et qui nous oblige à penser en matière d'usage, la manière dont les gens vont utiliser l'espace, plutôt qu'en matière de fonction. Une chambre, oui, mais une chambre, une fois qu'on a dit une chambre, on n'a rien dit, on n'a pas dit de comment je dors, est-ce que je reçois quelqu'un, quand est-ce que je le reçois, enfin, et c'est en s'appuyant sur ça, et là les personnes en parlent très bien, qu'on peut aboutir à des choses finalement qui sont très appréciées. Et avec les groupes de travail, on voit bien que souvent la vision des professionnels, c'est de dire « Oh, on pourrait faire ça, ce serait bien pour eux ». Et cette question… très bien pratique. Voilà, du pour eux. Quand nous, on dit pour eux, on dit « Attendez, qu'on soit bien clairs tous autour de la table, c'est que si ce n'est pas assez bien pour nous, ce n'est pas assez bien pour eux. » Parce qu'ils sont comme nous, des gens, et que potentiellement, ces gens que vous appelez eux, demain, c'est nous. Donc, il faut qu'on soit très clair sur ça. Et dès qu'on commence à dire, si c'était vous, là, on parle aux professionnels, ils disent, ah ben non, moi, je ne voudrais pas une chambre. Eh bien, vous savez quoi? Eux, c'est pareil, ils ne veulent pas qu'une chambre. Voilà. Et là, on commence à sortir de ça. Mais après, ils disent, oui, mais c'est quand même plus pratique à nettoyer 20 mètres carrés que 40. Donc là, après, on commence à discuter. Et c'est là que ça reboucle sur les autres aspects du projet d'établissement, que ce soit l'organisation du temps de travail, toutes les difficultés. Toutes les difficultés qui arrivent avec tout ça et qui invitent finalement repenser ça dans ce qu'on appelle aujourd'hui la logique domiciliaire, c'est repenser tous les aspects de l'institution, y compris qui on recrute, avec quelle fiche de poste, comment on organise le travail. Enfin, ça ne peut pas être qu'un petit lifting en fait. On ne peut pas faire hop, on met des jolis meubles comme à la maison et ça sera le cas. Non, ça demande de remettre tout à plat et de sortir de la logique sanitaire. Nous, qui on recrute, on a fait attention de recruter des gens qui étaient humains, et notamment quelqu'un qui était en grande difficulté, et on les a formés, comme en fait on forme les vendeurs à la vente aussi, on les a formés en fait en coaching, ils sont passés en coaching salariés pour les aider à accepter leur propre vieillissement. C'est en fait qu'ils ne projettent pas leur peur de leur propre vieillissement sur l'autre et en disant « ça va madame ?» Voilà. Ça va la petite mamie? Ouais, c'est ça, exactement ça. Et non, mais ça passe par changer les croyances de pas mal de salariés. Hein. Oui. Oui. On a fait ça et de façon à ce que de façon à ce que les gens ne se sentent pas rabaissés parce qu'ils sont plus âgés. Votre sujet est vraiment bien. Donc, si je reprends les difficultés, c'est en fait, on est confronté à la logique institutionnelle, on a déjà dit quelques mots, hein, la logique aussi professionnelle, c'est plus pratique, ou alors ça coûte trop cher, ou alors si on se met sur ce pied de leur demander leur avis, on n'en finira plus, etc. Ça, c'est une logique institutionnelle. Il y a la logique financière, alors ça, c'est un peu près incontournable. Ça n'empêche pas qu'on peut faire de très belles choses, pas plus chères que des choses horribles. Et puis, les normes, ça c'est sûr, mais les normes, il faut aussi, peut-être je laisserai Fanny en parler brièvement, mais il ne faut peut-être pas non plus y attacher, il faut les suivre, c'est évident, mais il faut aussi savoir ce qui est vraiment la norme ou bien l'idée de la norme, parce qu'on s'est rendu compte que, notamment chez les directeurs ou les professionnels, ils avaient l'impression que tout était normé, et en fait, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas. Il y a aussi alors une difficulté qu'on a bien vue avec le Covid, hein, c'est le principe de précaution, érigé en dogme, hein, c'est extraordinaire. Hein. Donc la protection maximum est censée, en fait, dans les EHPAD, c'est ce que disent toujours les professionnels et les cadres, c'est que les familles nous confient leurs vieux. Hein. Donc avec une mission impossible, c'est garder-le en vie. Donc en fait, on essaye de protéger au maximum, ce qui n'est pas forcément une bonne idée d'ailleurs, pas toujours, hein, parce que du coup, ça va à l'encontre du sentiment de liberté des gens. Et puis aussi, on les protège au maximum et on les protège sans moyens. Donc, en fait, on a cette illustration en ce moment. Hein, si protéger sans moyens, ça veut dire on enferme, point barre. Hein, même si on fait des choses assez sympathiques à droite et à gauche, mais enfin, c'est quand même, ça se résume aussi à ça.
Alors, ce qu'on peut, maintenant, on parle beaucoup de la logique domiciliaire. Hein, c'est encore un mot on est très. Avec tout ce qu'on vous a dit, on peut pas être contre cette logique domiciliaire. Mais c'est vrai que c'est un objectif. Avec quels moyens et surtout quelle représentation, c'est pas si facile que ça. Parce qu'il ne suffit pas de dire on est dans la logique domiciliaire pour que ce soit réel, en fait. Hein. Donc, c'est en fait n'importe quel modèle. Moi, la notion de modèle, moi, ça m'énerve un peu. Enfin, ça me gêne parce qu'on n'en sort jamais, etc. Et on ne peut jamais faire évoluer un modèle. Hein. Et en fait, on serait plus enclin et même très enclin à dire ce qui compte, c'est le projet. Vous avez raconté en Allemagne ce que vous avez fait à Berlin, c'est tout à fait dans la dynamique de projet. Ça n'existe pas forcément à cet endroit-là. Et nous, c'est ce qu'on a envie de faire. Et il y a des gens qui nous suivent et qui ont envie aussi de travailler là-dedans. Donc ça, c'est la logique de projet. Et moi, personnellement, puis Fanny est bien de mon avis aussi, et c'est vrai, j'y crois depuis toujours, c'est la logique de projet avec une logique de territoire. Hein, parce que pourquoi tous les EHPAD de France doivent répondre, ou tous les je ne sais pas quoi de France, hein, parce que peu importe, le nom EHPAD est d'ailleurs abominablement moche et complètement nul, et ça fait. On ne peut pas dire que c'est une maison. Quand on dit je vais à l'EHPAD, c'est idiot, quoi. Enfin, c'est complètement grotesque. On ne voit pas pourquoi on a baptisé ces trucs-là comme ça. Mais ce qui compte, c'est que chaque territoire puisse innover dans son coin avec évidemment des garde-fous. D'abord, il y a le garde-fou financier, ça c'est clair, hein, parce que tout le monde ne peut pas faire ça. Il faut trouver de l'argent, donc il y a certainement des règles à respecter, on le comprend très bien. Mais il y a quand même une logique de territoire. On ne travaille pas de la même façon dans le Midi et puis à Paris, etc. On n'est pas dans le même environnement. Donc, c'est vrai que ce serait intéressant de pouvoir faire ça. Là, finalement, ça retombe, Colette, sur la question du cahier des charges type. Voilà, moi, on est assez frileux de ça. Et alors, quand on voit, moi, je fais beaucoup de programmation participative des établissements. La première chose qui me brandit, c'est le guide de la NAP. Oui. Bon, très bien, mais alors on se dit, mais peut-être qu'il faudrait un nouveau cahier des charges pour ces futurs établissements, etc. Ce qu'on constate simplement, c'est que les cahiers des charges, s'ils ont l'avantage d'être très opérationnels et de permettre à des personnes qui ne réfléchissent pas trop d'atteindre le minimum standard, ben, la problématique, c'est que le minimum, il devient très très vite le maximum. Et ça, on le voit, les chambres, c'était minimum 21 mètres carrés, c'est devenu maximum 21 mètres carrés. Dans le logement social, typiquement, il y avait bien marqué au début minimum 2,50 m sous plafond. En fait, c'est maximum 2,50 m sous plafond. Et donc, cette question du cahier des charges qui viendrait comme permettre aux porteurs de projets de s'exonérer d'une réflexion sur qu'est-ce qu'on veut faire ici et maintenant et dans le futur, qu'est-ce qui aurait du sens, quelles sont les valeurs qui portent notre projet. Nous, on se dit, il vaut mieux, voilà, Colette l'a déjà dit, une méthode qu'un cahier des charges. Et une méthode. Voilà. Et c'est à inventer. Il n'y avait pas de cahier des charges dans le programme CEFIA. Il y avait une méthode. Ouais. Et à partir de là, faites ce que vous voulez. Imaginez. Et c'était territorial. Hein. D'ailleurs, nous, on l'utilise encore beaucoup et c'est assez intéressant de voir que quand on s'intéresse à… Donc là, la méthode CEPIA, c'est toute une série de questions qui permettent d'interroger les pratiques d'habitation, l'usage de l'espace. On peut encore… en fait, c'est invariable dans le temps. La manière dont on va y répondre va varier avec l'évolution des modes de vie et en fonction des territoires, la pratique culturelle des lieux. Mais par contre, les questions, elles restent toujours pertinentes. La question de la boîte aux lettres, la question de comment on cuisine, de comment on rentre, sans être vu, qu'est-ce qu'on donne à voir, toutes ces choses-là. dont vous parliez aussi à Berlin, on voit très bien, en fait, c'est des questions qui, 40 ans après, restent encore d'actualité et qui, sans doute, perdureront même avec toute la transformation numérique, etc. Il y a des choses en termes de privacité qui sont très fortes, quoi. D'accord. Il y a peut-être une petite dernière chose qu'on a moins abordée, c'est qu'en fait, peu importe comment ça s'appelle, EHPAD, machin, EHPAD du futur ou n'importe quelle bêtise, on peut dire, c'est que nous, on pense qu'il y a quelque chose qui fait que ça a beaucoup de mal
à faire domicile, si on peut dire, ces établissements, c'est que le chez-soi et les soins ne sont pas séparés. C'est-à-dire qu'à domicile, vous pouvez avoir besoin de soins. Les gens très âgés, souvent, ont besoin d'avoir une infirmière le matin, le soir, etc., tout ce qu'on connaît. En général, ça ne les empêche pas d'être maîtres chez elles. Je dis en général parce qu'il y a aussi des services ou des professionnels qui sont très intrusifs, hein, c'est même de plus en plus. Mais bon, en tout cas, on peut au moins les foutre dehors, hein, c'est sûr, pour les mettre dehors si ça ne convient pas, etc. On n'est pas question. Donc, je pense que moi, avec Fanny, elle m'avait fait visiter un établissement pour des personnes avec handicap mental, hein, je ne m'en rappelle plus, dans Lozère, au Dieu sait que. Oui, c'est ça, en Lozère. Dans Lozère, à Chanac. Foyer des Bernades. Voilà. Et là, il y avait donc les parties privatives, hein, des petites maisons, en fait, hein, de dizaines de personnes. Et puis, il y avait un bâtiment, d'ailleurs assez marrant, parce qu'il ne faisait pas du tout institutionnel, qui était pour les soins, c'est-à-dire qu'en fait, si on avait besoin, alors évidemment pas les soins d'urgence au lit de la personne, c'est sûr, mais pour une visite médicale, en l'occurrence, là, il y avait un psychiatre qui venait régulièrement, donc il n'allait pas dans la maison pour voir la personne, c'était la personne qui allait dans ce petit truc qui était juste à côté d'ailleurs. Donc ça, c'est encore... Ça se fait pas, hein, je veux dire, j'ai encore rencontré pas d'endroit où ça existait, mais je pense que ce serait à réfléchir. Ce serait à réfléchir parce que le seul endroit où j'ai vu ça, c'était dans je me rappelle même plus où c'était, mais c'était un foyer logement qui voulait se transformer, etc. Parce que pas pratique, parce que cela, parce que c'était que des petites maisonnettes. Donc en fait, la grande tentation des professionnels, c'est de relier les maisonnettes par un passage couvert pour pouvoir mettre leur chariot dedans, etc. Donc, on y était en plein temps. Mais ce n'était pas encore fait. Et là, il y avait justement une petite maisonnette qui était réservée aux professionnels. Et tous les services professionnels étaient là-dedans. Donc, c'est assez intéressant. Mais ce serait vraiment à réinventer, je pense. Mais ça s'approcherait du coup beaucoup du domicile, parce que dans le domicile, l'infirmière ne reste pas toute la journée, elle ne reste pas là tout le temps, elle n'a pas son bureau, etc. On voit en tout cas, alors c'est vrai, tu le disais Colette, mais que dans le champ du handicap, c'est alors ce qu'ils appellent eux le virage inclusif. Alors ça prend de nouvelles formes encore aujourd'hui, mais moi j'ai accompagné il y a quelques temps déjà un établissement, un foyer d'hébergement pour adultes handicapés, travailleurs des aides, où les habitants, parce qu'ils deviennent aussi de plus en plus conscients de leurs droits, leur disaient bah, vous êtes gentil, mais moi, votre institution, votre internat, j'en veux pas. Et en fait, ils se retrouvaient dans l'incapacité d'accompagner beaucoup de personnes parce que l'offre d'habitat n'avait rien de séduisant. Et le directeur ne s'est pas démonté et a fini par fermer ses bâtiments et le transformer avec des appartements et même à dire mais ça on arrête et puis maintenant on va nouer un partenariat avec un bailleur social on va louer des appartements dispersés dans le territoire où les gens vont pouvoir habiter comme tout un chacun et on va réorganiser nos services d'éducateurs, non plus en interne où tout ça est bien mélangé, bien ensemble, mais où ils vont intervenir comme du service à domicile, l'accompagnement à domicile, etc. Et je pense que cette question que Colette appelait finalement de dissocier l'offre de soins de l'offre d'habitat, pour nous, c'est là qu'on a un futur souhaitable. Et alors, j'étais très heureuse, juste avant le confinement, j'ai eu la grande chance de pouvoir aller visiter les Pays-Bas et la manière dont ils ont transformé une partie de leur maison de retraite en ce qu'ils appellent aujourd'hui des logements assistés. On se dit la marge de progression, elle est immense. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire sur cet aspect-là, y compris si on le regarde d'un point de vue j'allais dire le gros mot thérapeutique, mais de l'accompagnement à proprement parler. C'est-à-dire que si on est dans une logique où on se dit les gens sont chez eux et on va leur apporter du soin qu'on planifie, on va être obligé d'évaluer exactement l'aide dont la personne a besoin et donc finalement soutenir toutes les compétences restantes. On voit bien qu'en établissement, avec la prestation socle, peu importe que vous soyez capable encore de vous faire manger, de faire votre linge, etc., tout d'un coup, vous arrivez, comme à l'hôtel, tout est fait pour vous. Et nous, ce qu'on observe, c'est qu'on a quand même beaucoup de dépendance qui est fabriquée par l'institution elle-même, que ce soit la distance à parcourir entre la chambre et la salle à manger, tous ces gestes qui sont faits à la place des gens pour aller plus vite parce que c'est plus pratique, enfin toute une série de choses où entre ça et l'enfermement des unités protégées par manque de moyens, où on observe toute une partie de troubles du comportement qui sont générés par l'enfermement lui-même, on se dit que
on est arrivé un peu au bout du système et qu'il y a sans doute des choses beaucoup plus simples qu'on pourrait faire. Et alors, on se rend compte que dans la logique institutionnelle, c'est terriblement difficile de faire des choses simples. Enfin, ça demande beaucoup de déconstruire plein de choses et que toutes les démarches qualité qui sont très bien au demeurant, mais invitent à protocoliser, à faire des choses toujours plus complexes. Mais quand on est à la maison, on n'a pas de protocole. Et peut-être qu'il faut changer plein de choses. Je propose qu'on conclue, qu'on fasse une conclusion. Ben voilà. C'était la conclusion? Moi, je vais rajouter un truc, c'est qu'en fait, au final, c'est quand on est chez soi, on est responsable de soi. Et donc, on prend ses risques, etc. Et ça, je me demande si la société française est capable de l'admettre. Parce que dès qu'on dit ça, en général, on nous dit oui, mais alors ça, c'est très bien pour les gens qui ne sont pas encore dépendants. Enfin, oui, ce truc-là. Alors qu'en fait, on peut aider la personne à être responsable d'elle-même, à lui faire comprendre les choses, etc. Oui, on peut faire plein de choses. Mais décider pour elle, c'est en fait ce qu'on fait en EHPAD. Parce que d'abord, elle n'a pas décidé d'entrer, généralement, il y a toujours des exceptions à tout. Hein. Quelquefois, elle décide d'entrer, elle dit qu'elle décide parce qu'elle veut faire plaisir à ses enfants, enfin, surtout ne pas leur causer des problèmes. Donc, je pense que et c'est vrai que le Covid m'a poussé à penser ça, et je ne suis pas la seule, c'est qu'en fait, on attend tout de l'extérieur, on attend tout d'une entité qui est l'État en général, sécurité sociale, etc. Et en fait, on se laisse prendre par ces liens-là. Et en fait, on a bien vu dans cette crise du Covid que ce n'est pas la solution. Hein. Mais c'est évident qu'on ne peut pas d'un coup de baguette magique retourner à autre chose, mais je pense qu'on devrait bien réfléchir à ce que ça veut dire que la vieillesse, est-ce que ça veut dire la grande vieillesse, que les gens qui sont très vieux savent très bien, ils n'en ont pas pour longtemps, et qu'en fait, on ne va pas non plus leur dire c'est pour votre bien que ceci et que cela. Pour eux, leur bien, c'est pour moi autre chose. Donc ça rejoint un petit peu ça, c'est en fait l'institution, dans quelle mesure elle devrait être totalitaire quelque part, même si c'est très vilain de dire ça. Hein, certainement, ça ne va pas faire plaisir. Mais on va dire comme Goffman, il dit l'institution totale, ça fait déjà moins vilain. Mais c'est vrai que c'est une institution pour laquelle on est un seul bloc, quoi. C'est un seul bloc. Et ça, je pense que c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Merci beaucoup. Merci Colette Hénard, Fanny Thérèse. Merci beaucoup pour Merci à vous aussi. débat. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.